Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que Fontenelle, dans les entretiens sur la pluralité des mondes, développe l'idée de la science comme curiosité perpétuelle. Alors jusqu'ici, on a exploré comment Fontenelle parlait de science, avec quel plaisir, quelle métaphore, comment il mettait en œuvre le dialogue. Dans cet épisode, ce dernier épisode, on va prendre du recul pour saisir ce que les entretiens disent sur la science elle-même, sur son esprit, sa méthode, ses exigences. Car derrière le badinage galant et les images élégantes, il y a une vision du monde cohérente et étonnamment moderne. On va commencer avec l'idée d'anthropocentrisme, une idée évidemment un peu anachronique, en tout cas avec ce terme-là. C'est ce qu'il appelle notre folie. Dès le premier soir, Fontenelle pose un diagnostic très sévère sur l'humanité. Avant même d'expliquer le système de Copernic, il identifie l'obstacle principal à la connaissance scientifique, et cet obstacle, ça n'est pas l'ignorance, c'est l'orgueil. Je vous cite un passage du texte. Notre folie à nous autres est de croire que toute la nature, sans exception, est destinée à nos usages. Et quand on demande à nos philosophes à quoi sert ce nombre prodigieux d'étoiles fixes, dont une partie suffirait pour faire ce qu'elles font toutes, ils vous répondent froidement qu'elles servent à réjouir la vue. À réjouir évidemment notre vue, leur vue à eux. Cette formule de Fontenelle, elle est quand même cinglante, parce que l'anthropocentrisme, c'est-à-dire la conviction que tout dans l'univers existe pour l'homme, autour de l'homme, est présenté comme une folie. C'est le terme de Fontenelle, une folie. Et c'est l'exemple ici absurde des milliards d'étoiles qui est utilisé, dont la seule fonction serait donc de décorer notre ciel nocturne à nous les humains. C'est la même erreur en fait que commettait le système de Ptolémée, c'est-à-dire le géocentrisme, comme on dit, placer la Terre au centre de l'univers, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'elle n'y soit pas. La révolution copernicienne, elle n'est pas seulement une révolution astronomique, donc c'est une révolution mentale. Elle oblige l'humanité à accepter qu'elle n'est pas le centre de tout, que l'univers ne tourne pas autour d'elle, et que ses besoins ne sont pas la mesure de la création divine. Et évidemment, tout ça, il faut le prendre au-delà du seul passage du système géocentriste de Ptolémée au système héliocentrique de Copernic et des suivants. Parce qu'on est toujours orgueilleux, toujours finalement anthropocentrique, même s'il n'emploie pas ce terme-là. C'est ce que pense Fontenelle. Et il faut absolument se libérer de cela. Et d'ailleurs, c'est difficile à dire, hein, mais Fontenelle n'emploie jamais le mot Dieu dans les entretiens, il dit nature. Et c'est sans doute pas un hasard, parce qu'en substituant la nature à Dieu, comme principe explicatif, il désacralise l'univers et certainement qu'il se dit libérer la science d'une tutelle théologique qui avait un rôle évidemment important dans la résistance aux nouvelles idées. Un autre passage des entretiens qu'il faut prendre en compte ici, c'est celui de la fable des roses au 6e soir, qui dit un autre relativisme que celui qui s'attaque à l'anthropocentrisme, c'est le relativisme temporel. Au 6e soir, donc, Fontenelle illustre une idée philosophique avec cette fable qui est très belle, des roses. Il faut imaginer donc que les roses, qui vivent qu'un seul jour, écrivaient des histoires et se transmettaient des mémoires. Et les premières auraient décrit leur jardinier d'une certaine façon, et de génération en génération, 15 000 âges de roses, aucune n'aurait rien changé à ce portrait. Et donc elle conclurait « Nous avons toujours vu le même jardinier. Il a toujours été fait comme il est. Assurément, il ne meurt point. » Alors, est-ce que le raisonnement des roses est bon ? Non, évidemment, les roses confondent la durée de leur propre vie avec la durée de toute chose, parce que le jardinier dure plus longtemps qu'une rose. Elle conclut donc qu'il est éternel, parce qu'elles ne voient à l'échelle de leur vie que ce même jardinier. Et donc, c'est exactement l'erreur que commettaient les anciens sur les corps célestes. Ils n'avaient pas vu les cieux changer, donc ils en concluaient que les cieux étaient immuables et éternels. Mais la durée de l'observation humaine, elle est dérisoire. C'est ce que veut dire Fontenelle ici, à l'échelle des transformations cosmiques. Nous, on est comme des roses qui regardent
un jardinier. Alors cette fable, elle a une portée scientifique, on pourrait dire épistémologique, de science de la science, fondamentale, parce que la vérité est relative à l'échelle temporelle de l'observateur. Et donc ce qui semble permanent n'est peut-être tout simplement que lent. Et ce qui semble éternel n'est peut-être que très long. Et donc l'humilité intellectuelle, c'est-à-dire le contraire de l'orgueil, consiste à reconnaître les limites de notre propre durée. Et il y a un autre relativisme aussi, c'est un relativisme culturel, et celui-là, il est illustré par l'exemple des éclipses. Fontenelle applique ce même principe du relativisme, non plus au temps, mais à l'espace culturel. Au 6e soir encore, il dresse un panorama des croyances humaines sur les éclipses à travers le monde. En Inde, on croit qu'un dragon aux griffes noires saisit le soleil et la lune, et les rivières se couvrent de têtes de dévots qui prient jusqu'au col dans l'eau. Et en Amérique, on pensait que le soleil et la lune étaient en colère. Les Grecs, si raffinés, dit le philosophe, croyaient que des magiciennes faisaient descendre la lune. Et les Français eux-mêmes, nous, dit Fontenelle, ont eu une belle peur lors d'une éclipse totale il y a 32 ans. Dit le philosophe. Alors, l'effet de cette énumération, il est assez redoutable, parce que en plaçant les Français sur le même plan que les Indiens, les Américains et les Grecs, le philosophe, et derrière lui Fontenelle, dit « la superstition n'est pas le monopole des autres. Nous, on en est tout à fait capable. » Et la distance entre le dévot qui prie dans la rivière et le Parisien effrayé par l'éclipse, en 1654 en l'occurrence, est moins grande qu'on le croit. Et c'est un geste de décentrement culturel radical et qui est courageux pour l'époque. Fontenelle ne dit pas que toutes les cultures se valent, non plus, au sens où elles auraient toutes raison, mais il dit que l'erreur est universellement humaine et que la science est précisément ce qui permet d'en sortir, quelle que soit sa culture d'origine, pour le dire comme ça. Même si il faut sans doute introduire une nuance importante, car même dans le 6e soir, Fontenelle dit aussi « Je crois qu'il y a un certain génie qui n'a point encore été hors de notre Europe. Jouissons-en, tandis que nous le possédons. » Donc, il évoque aussi la supériorité du génie européen par rapport à tout le reste. Donc, il y a quand même une tension réelle dans le texte. D'un côté, un relativisme culturel sincère, et puis de l'autre, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un européocentrisme assumé. Et Fontenelle, il n'est pas exempt des idées de son temps, donc c'est une limite, évidemment, qu'il faut aussi prendre en considération. La conséquence, pour faire un bilan de tout ça, de tout ce relativisme temporel, culturel, c'est une vision du monde qui est profondément dynamique. Et Fontenelle l'énonce avec une clarté qui est vraiment saisissante. Et dans cette citation en particulier, toute cette masse immense de matière qui compose l'univers est dans un mouvement perpétuel, dont aucune de ses parties n'est entièrement exempte, et dès qu'il y a du mouvement quelque part, ne vous y fiez point, il faut qu'il arrive des changements. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici ? C'est l'idée selon laquelle tout bouge, tout change. Les cieux eux-mêmes, que les anciens croyaient immuables et parfaits, sont soumis au changement. Des étoiles disparaissent, des nouvelles apparaissent. Des soleils s'éteignent, autrement dit, des mondes meurent et naissent. Et c'est une idée qu'on trouvait déjà chez Montaigne, de manière extraordinairement moderne, d'ailleurs. Cette idée que tout change sans cesse. C'est une vision qui préfigure en tout cas les sciences modernes, ce qu'elles appelleront l'évolution, la cosmologie dynamique, la thermodynamique. Fontenelle évidemment ne connaît pas tous ces concepts, mais son intuition philosophique va dans le même sens. La stabilité apparente des choses est sans doute une illusion d'échelle. Tout est en train de changer, simplement à des rythmes que notre courte vie, en quelque sorte, ne peut pas percevoir. Alors, si on prend du recul sur l'ensemble des entretiens, on peut dégager plusieurs traits qui définissent ce qu'on pourrait appeler l'esprit scientifique de Fontenelle. D'abord, le décentrement cosmologique. La Terre, c'est une planète ordinaire. Le Soleil, c'est une étoile parmi d'autres. Et l'univers est infini et probablement peuplé. Ça, c'est le refus de l'anthropocentrisme.
Et puis vient ensuite le relativisme épistémologique, c'est-à-dire la vérité est relative à l'époque, à la culture, à l'échelle. Les roses se trompent sur le jardinier. Et les Parisiens, de même, ont peur des éclipses, comme les Indiens avant eux, ou encore les Grecs. On critique ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le présentisme, ou l'ethnocentrisme. Et bien sûr, face à tout ça, on met en avant l'esprit critique, contre les arguments d'autorité, contre la superstition, contre les apparences trompeuses. La méthode est simple finalement, c'est douter, observer, raisonner. Et donc, la vulgarisation, pour prendre ce terme-là, dans le sens de Fontenelle, ça n'est pas quelque chose de dégradant. Il s'agit de rendre la science accessible sans la trahir, mais en faisant passer au lecteur, à la lectrice, le plaisir comme un moteur de la connaissance et d'une connaissance qui cherche sans cesse à s'améliorer, à se parfaire. Parce que de toute manière, tout change sans cesse. Même les cieux changent. Et si les anciens étaient jeunes par rapport à nous et que le savoir progresse, eh bien cette progression, elle est sans fin. Et c'est sans doute ce dernier trait qui est le plus important pour comprendre le titre du parcours, du programme, le goût de la science. Le goût de la science, c'est pas un goût qui se rassasie, c'est pas un appétit qui à un moment s'arrête. C'est un appétit qui est perpétuellement renouvelé. Parce que la curiosité ne s'éteint pas quand on a compris quelque chose, elle s'aiguise. Chaque réponse ouvre de nouvelles questions, chaque certitude révèle de nouvelles zones d'ombre. Et c'est ça le point le plus intéressant des entretiens. Parce que quand Fontenelle écrit les entretiens, en 1686, la curiosité scientifique, elle est encore suspecte, elle est condamnée par certains, on s'en méfie un peu, et en faisant de la curiosité le moteur de la science, de la philosophie, en disant que toute la philosophie n'est fondée que sur ce qu'on a l'esprit curieux, eh bien Fontenelle réamorce une réhabilitation de la curiosité qui était une vertu antique, et une réhabilitation qui traversera toute la modernité dès le XVIIIe siècle. Et on peut penser à la célèbre formule de Kant, sapere aude en latin, ose savoir. Avec cette particularité quand même que Fontenelle mêle le plaisir au savoir. La curiosité, elle n'est pas seulement légitime sur le plan scientifique, elle est jouissive. Et c'est ça finalement, le goût de la science. Alors cet épisode, eh bien, il sera aussi la conclusion de cette série sur les entretiens. On a parcouru donc ensemble le projet de Fontenelle, donner à la science le goût de la conversation, avec ses métaphores, l'opéra, le navire, Paris, Saint-Denis, le jardin, ses plaisirs aussi, le vertige, le plaisir de lancer des hypothèses, l'élégance, la maîtrise, l'infini, le principe de simplicité aussi de la nature, l'importance de hiérarchiser les certitudes qu'on a, et tous les éléments qu'on a pu développer autour du personnage de la marquise. Ce qui relie tout ça, eh bien, c'est une conviction simple et profonde. Comprendre le monde est l'une des joies les plus hautes dont l'esprit soit capable. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous au sujet des entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!